Transfert 51% aujourd'hui, Claire, ou ce mariage n'aura pas lieu. Ma future belle-mère a souri en prononçant ces mots dans le silence de ma salle de réception. Mon fiancé se tenait à côté de moi, le regard fixé au sol. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais failli épouser des voleurs. Les verres de champagne venaient à peine de cesser de tinter après le toast. L'orchestre tenait encore une note douce près de la scène. J'étais là, dans ma robe blanche, sous des guirlandes de lumière chaude. J'étais entouré de roses, de bougies et de 200 invités. Tout ça dans un domaine de la vallée de l'Hudson que j'avais payé moi-même. J'aurais dû être sur un nuage. Au lieu de ça, j'ai senti le sol se dérober sous mes talons. Marlene Carter, ma presque belle-mère, s'est avancée devant moi avant que le témoin ne puisse prendre le micro. Elle a levé une main et a touché la dentelle près de mon voile, comme pour le rajuster. Pour les invités, ce geste devait paraître tendre. Pour moi, c'était un avertissement. Son parfum était lourd et sucré. Son sourire était doux. Mais ses yeux étaient assez perçants pour couper un ruban. « Claire », murmura Marlene, assez bas au début pour que seuls Ethan et moi puissions l'entendre. « Aujourd'hui n'est pas seulement un mariage. C'est le jour où nos familles ne font plus qu'une. » J'ai gardé mon sourire de mariée. « Quelque chose ne va pas, Marlene ?» Elle a jeté un coup d'œil vers la table d'honneur. Son mari Howard regardait la scène, un verre de vin rouge à la main. Il n'avait pas l'air surpris. Cela m'a indiqué que ce n'était pas une impulsion. « Rien ne va mal », a répondu Marlene. « C'est pourquoi nous devrions tout mettre au clair pendant que la famille et les amis sont ici. » Mon estomac s'est noué. La suite n'est pas venue doucement. Marlene a élevé la voix pour que les tables les plus proches puissent l'entendre, puis les tables suivantes, puis toute la salle. Marlene a annoncé que j'avais bâti Bennett Supply Group toute seule et que tout le monde respectait cela. Puis elle a transformé cet éloge en une laisse. « Après aujourd'hui, » a-t-elle dit à la salle, « Ethan serait mon mari. » Dans son esprit, un mari et une femme ne devraient pas garder de barrière autour de l'argent. La musique s'est estompée. Quelqu'un à la table 6 a cessé de rire. Marlene a continué. « Pour le bien de la nouvelle famille, » a dit Marlene, « je devrais transférer 51% des parts de mon entreprise aux Carter. Ethan pourrait les détenir et les gérer. Cela prouverait la confiance. Cela prouverait l'amour. Cela leur donnerait aussi le contrôle. » Pendant 3 secondes, personne n'a bougé. Puis les chuchotements ont commencé. J'ai entendu une fourchette tomber. J'ai entendu le bourdonnement de la climatisation au-dessus des lustres. J'ai senti l'odeur du beurre, de la sauce à steak, des roses, et l'odeur nette du parquet de danse poli. Mes mains sont restées jointes autour de mon bouquet. À l'intérieur, quelque chose s'est glacé. J'avais bâti Bennett à partir d'un entrepôt, loué près de Newark, et avec une camionnette de livraison d'occasion au pare-brise fissuré. J'avais négocié avec des fournisseurs qui se moquaient de moi. J'avais dormi sur la moquette du bureau pendant des crises de trésorerie. J'avais signé les chèques de paie avant de me payer moi-même. Aucun Carter n'avait soulevé une seule boîte. Aucun Carter n'était resté pour les audits d'inventaire à minuit. Aucun Carter n'avait répondu aux appels de clients en colère pendant les tempêtes de neige. Mais, le jour de mon mariage, devant tout le monde, il voulait le contrôle. Je me suis tourné vers Ethan. Pendant 3 ans, il m'avait dit qu'il aimait ma façon de travailler. Il m'avait dit qu'il voulait protéger mes rêves. Il m'avait dit que sa famille était bruyante mais inoffensive. Maintenant, il ne voulait pas me regarder. Ce silence portait une histoire. Quand Ethan et moi nous sommes rencontrés, il n'était pas impressionnant de manière tape à l'œil. Il était doux, patient. Il apportait du café à mon bureau quand les tempêtes coupaient la moitié de nos itinéraires de livraison. Il attendait dans mon hall pendant que je prenais des appels tardifs d'acheteurs régionaux. Il me disait que je n'avais pas besoin d'être forte à chaque minute. Je l'ai cru. Peut-être que je voulais le croire. Mon entreprise grandissait vite à l'époque. Bennett Supply Group gérait l'approvisionnement d'entrepôts, des contrats de fourniture pour restaurants et la logistique régionale pour de petites chaînes d'épicerie à travers New York, le New Jersey et la Pennsylvanie. Le travail n'était pas glamour. Ça sentait le carton, le diesel, les congélateurs et le café laissés trop longtemps sur une plaque chauffante. Cela exigeait de la discipline, du timing et des gens qui ne paniquaient pas quand les camions tombaient en panne avant l'aube. Ethan disait qu'il admirait ce monde. Il disait que sa famille l'admirait aussi. Au début, ils étaient chaleureux. Marlene m'appelait sa fille avant les fiançailles. Howard offrait des conseils lors des dîners du dimanche. Brittany plaisantait en disant que j'étais la seule femme qu'elle connaissait capable de négocier les coûts de transport
tout en se souvenant de l'anniversaire de tout le monde. Je me suis laissé attendrir. C'est comme ça que la première demande d'emploi s'est glissée. Ethan m'a dit que Brittany avait besoin d'un poste stable. Rien de majeur, juste du soutien administratif. Puis Peter, le frère de Howard, a eu besoin d'un poste de vendeur parce que son dernier employeur avait été injuste. Puis Dana, la sœur de Marlene, a voulu un travail de bureau à temps partiel qui est devenu un poste à temps plein avec tous les avantages. Chaque demande arrivait enveloppée dans un langage familial. Je ne voulais pas paraître froide. Je ne voulais pas qu'Ethan sente que je rejetais les siens. Alors, j'ai fait de la place. C'était mon erreur, pas la gentillesse elle-même. Une gentillesse sans aucune protection. Mes managers ont remarqué les problèmes en premier. Paula, ma directrice des opérations, est venue me voir avec les rapports de présence. Les Carter était en retard, manquait des réunions, sautait les suivis et utilisait mon nom pour éviter toute responsabilité. J'ai donné des avertissements verbaux, puis des avertissements écrits. Je leur ai retiré des tâches quand les clients se plaignaient. Ethan demandait toujours une chance de plus, et je continuais à lui en donner, jusqu'à ce que ces chances deviennent une permission. Au moment où j'ai réalisé que je ne les aidais pas à s'améliorer, je les avais habitués à croire qu'il n'y aurait jamais de conséquences. Ses doigts se tordaient à sa taille. Ses épaules étaient tendues. Son visage était devenu pâle. Il savait. Ça faisait plus mal que la demande de Marlene. « Ethan, dis-je doucement, tu entends ça ?» Il a dégluti. « Maman veut juste de la sécurité, » a chuchoté Ethan. « S'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles. » Voilà. Pas de choc ni de défense, mais une supplique pour que je me rende poliment. Marlene s'est rapprochée, gagnant en confiance grâce à son silence. Marlene a dit à la salle de ne pas la méprendre. Elle a affirmé qu'elle n'était pas avide. Elle a affirmé que nous étions une famille. Puis elle a expliqué qu'une femme ne devrait pas avoir à porter une entreprise seule après le mariage. « Ethan m'aiderait », a-t-elle dit. « Je pourrais me concentrer sur la maison, mon mari et les enfants le moment venu. » Certains parents de Carter ont hoché la tête. Sa cousine Brittany a levé son verre depuis une table voisine. Brittany a crié que sa tante avait raison. Le mariage signifiait la confiance, a-t-elle dit. Si je refusais, tout le monde devrait se demander ce que cela signifiait. D'autres chuchotements se sont répandus. Certains invités avaient l'air embarrassés pour moi. D'autres avaient l'air excités, comme si le mariage s'était transformé en émission de télévision en direct. Quelques-uns ont baissé les yeux sur leurs assiettes, car le courage coûte cher en public. J'ai inspiré par le nez. Les tiges du bouquet étaient humides dans ma main. Quand Ethan et moi avons discuté du mariage, ai-je dit à Marlene, nous n'avons jamais discuté du transfert des parts de l'entreprise. Le visage de Marlene s'est crispé. Parce que cela devrait être implicite. Non, ai-je répondu. La propriété n'est jamais implicite. Elle est écrite. Son sourire a disparu. Marlene a dit que j'entrais dans la famille Carter, donc tout ce que je possédais devait soutenir cette famille. Si je refusais, les gens me traiteraient d'égoïste. Ils diraient que je n'avais jamais eu l'intention de vivre comme la femme d'Ethan. Du chantage affectif. Claire, public, planifié. Elle avait choisi le mariage parce qu'elle pensait que je préférerais saigner en privé plutôt que de perdre la face. Elle pensait que la robe, les invités, les photographes et l'argent que j'avais dépensé me piégeraient. Elle avait tort. Ethan a touché mon poignet. Ethan m'a supplié d'accepter pour le moment. Il a dit que nous pourrions régler ça plus tard. Si les parts étaient à son nom, a-t-il chuchoté, elles seraient toujours à nous. J'ai retiré mon poignet. À nous? Ses yeux se sont levés, paniqués. Je veux dire, nous allons nous marier. Pas encore. Cela l'a fait tressaillir. Marlene l'a entendu aussi. Sa voix s'est durcie. Si tu ne peux pas faire confiance à mon fils, peut-être que ce mariage devrait s'arrêter. Le dernier masque est tombé. La salle est redevenue silencieuse, mais ce silence avait un poids. Chaque invité a compris la menace. Abandonne l'entreprise ou perds le marié. J'ai regardé Howard Carter. Il était assis avec son vin et regardait sa femme faire le sale boulot. Son costume gris était parfait. Son visage était calme. Ce calme me dégoûtait plus que la voix de Marlene. « Howard, ai-je demandé, êtes-vous d'accord avec ça ?» Il a posé son verre. « Claire, Marlene est traditionnelle, » a répondu Howard. « Elle veut de la stabilité pour votre nouveau foyer. Le fait que vous vous offensiez prouve seulement que vous nous voyez encore comme des étrangers. » Une phrase parfaite. Un vol poli enveloppé dans des valeurs familiales. Puis Brittany s'est levée complètement. Brittany a soutenu qu'Ethan m'avait soutenu pendant 3 ans. Elle a demandé si cela ne signifiait rien. Pour elle,
Un mari gérant l'entreprise de sa femme était normal. Elle a dit que j'en faisais une question d'ego. Je l'ai regardé lentement. Brittany travaillait dans mon entreprise. Tout comme Ethan, ainsi que 2 de ses oncles, un jeune cousin et la sœur de Marlene. Je les avais embauchés parce que je pensais que la gentillesse aiderait 2 familles à se mélanger. Je leur avais donné des emplois stables, des salaires élevés, des avantages, des primes et une patience infinie. Ils m'ont donné des arrivées tardives, des délais manqués, des commérages de bureau et un sentiment de droit. J'en savais plus qu'ils ne le pensaient. J'avais documenté plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Mais jusqu'à ce moment, j'avais encore espéré que le mariage améliorerait les choses. L'espoir peut être une drogue dangereuse. Marlene a fait un pas de plus vers moi. Marlene m'a dit de faire mon choix. Transférer les parts et le mariage continuait. Refuser, et je pourrais expliquer à tout le monde pourquoi j'avais ruiné mon propre mariage. L'ancienne Claire aurait essayé de calmer la salle. L'ancienne Claire aurait demandé à Ethan de parler en privé. L'ancienne Claire aurait sauvé la dignité de tout le monde et appelé ça de l'amour. Cette femme est morte dans l'espace entre le silence d'Ethan et la menace de sa mère. J'ai pensé à la semaine avant le mariage. Marlene avait posé trop de questions étranges sur la structure de l'actionnariat. Howard avait plaisanté sur la gouvernance familiale lors d'un dîner. Brittany s'était promenée dans le bureau des finances 2 fois sans raison. Ethan m'avait demandé si j'avais déjà envisagé de le nommer copropriétaire pour des raisons fiscales. Chaque moment m'avait dérangé. Aucun n'avait été suffisant seul. Ensemble, ils formaient un schéma. Alors j'avais appelé Paula 2 jours avant la cérémonie. Je lui avais dit de préparer un audit confidentiel des ressources humaines pour chaque membre de la famille Carter sur la liste de paye. Présence, performance, note de frais, plainte des fournisseurs, retour des clients. Je ne voulais pas l'utiliser. J'espérais ne jamais en avoir besoin. Mais l'espoir n'est pas une stratégie de gestion. Paula avait le dossier prêt le matin du mariage. Je l'avais lu dans ma suite nuptiale pendant que ma maquilleuse nettoyait ses pinceaux. Dehors, les demoiselles d'honneur riaient. Quelqu'un repassait mon voile à la vapeur. La pièce sentait la laque, les pivoines et la poudre. J'étais assise dans un peignoir en soie et je regardais les preuves que la famille d'Ethan traitait mon entreprise comme une banque privée. La liste montrait des fraudes aux notes de frais, des pressions sur les fournisseurs, de fausses déclarations de kilométrage, des heures manquantes et des achats personnels cachés sous les fournitures de bureau. J'ai fermé le dossier et je me suis dit que je parlerais à Ethan après la lune de miel. C'était la dernière pitié que je comptais offrir. Puis Marlene est montée sur scène et a exigé 51%. Elle m'a évité de perdre un jour de plus. Je me suis redressé. Mon voile a effleuré mes épaules. Les perles de ma robe semblaient soudainement lourdes, comme une armure plutôt qu'une décoration. Le micro sans fil pour les discours des parents reposait sur un support près de la scène. J'ai marché vers lui. La bouche de Marlene s'est courbée de victoire. « C'est mieux comme ça », a-t-elle dit. « Tu aurais dû accepter plus tôt. » Je l'ai ignoré. J'ai pris le micro. Le métal était froid. Bien, j'avais besoin de froid. Les haut-parleurs ont cliqué. Toutes les têtes dans la salle se sont tournées. J'ai remercié nos parents et amis d'être venus célébrer ce qui était censé être mon mariage avec Ethan Carter. Ethan a fait un pas vers moi. « Claire », a-t-il averti doucement. Je ne l'ai pas regardé. « Cette célébration se termine ici », ai-je dit dans le micro. Le mariage est annulé. La salle a explosé. Des halètements, des chaises qui raclent. Une femme près du bar a couvert sa bouche. Quelqu'un a chuchoté. « Oh mon Dieu !» Le photographe a baissé son appareil, puis l'a relevé, parce que l'instinct est plus fort que les bonnes manières. Ethan a attrapé mon bras. Ethan m'a supplié d'arrêter. Il a qualifié ça de stupide dispute. Je me suis dégagé. Je lui ai dit que ce n'était pas stupide. Sa famille avait essayé de prendre le contrôle de mon entreprise devant mes invités. Il le savait, et il les a laissés faire. Son visage s'est décomposé. Marlene s'est précipitée vers la scène. Marlene a crié que j'avais perdu la tête. Dans sa version, il n'avait demandé que des parts, pas ma vie. Elle a dit que ce n'était rien. J'ai répondu dans le micro que 51%, ce n'était pas rien. C'était le contrôle. C'était l'entreprise que j'avais bâtie de mes propres mains. S'ils avaient le culot de l'exiger à mon mariage, je ne voulais pas savoir ce qu'ils feraient une fois le certificat de mariage signé. Brittany est montée sur scène à côté de Marlene. Brittany m'a accusé d'agir sur un coup de tête. Elle a dit que Marlene avait seulement été directe et bien intentionnée. Puis elle a parlé de la dignité des 2 familles. J'ai ri une fois. Ce n'était pas un rire joyeux.
La dignité n'appartient pas aux gens qui vivent au crochet de quelqu'un puis essaient de la voler. Les invités ont murmuré plus fort. J'ai levé à nouveau le micro. Et j'ai une deuxième annonce à faire. La salle s'est figée. Ethan a secoué la tête avant même que je parle. Claire, ne fais pas ça. J'ai annoncé que Bennett Supply Group mettait fin au contrat de chaque membre de la famille Carter embauché par relation personnelle. Cela incluait Ethan Carter, Brittany Moore, Peter le frère de Howard, Dana la sœur de Marlene, et les autres parents actuellement sur la liste de paye. Les ressources humaines s'occuperaient de tous les salaires et indemnités de licenciement prévus par la loi. Cette fois, le bruit est devenu le chaos. Marlene a reculé comme si je l'avais giflé. Les yeux de Brittany se sont écarquillés. Howard s'est enfin levé. Ethan avait l'air d'avoir perdu tous ses os. 5 ou 6 Carter touchaient des salaires de mon entreprise. La plupart travaillaient peu. Certains causaient des dommages. En une seule phrase, j'avais coupé la corde qui soutenait leur vie confortable. Je n'ai pas pris cette décision sous le coup de la colère. C'était important. J'avais la documentation. Les ressources humaines avaient évalué le risque. Mon avocat m'avait dit des mois plus tôt que si leur mauvaise conduite continuait, le licenciement serait justifié. La seule raison pour laquelle j'avais attendu était une faiblesse personnelle. J'avais eu peur des conflits familiaux. J'avais eu peur qu'Ethan dise que j'attaquais ses proches. Maintenant, le conflit était venu à moi dans une robe de mariée. Il n'y avait pas de moyen privé de gérer une embuscade publique. Les Carter avaient voulu des témoins. Ils les ont eus. Howard est venu sur scène, le visage sombre. Howard a dit que j'allais trop loin. Ethan était mon fiancé, m'a-t-il rappelé. Même si sa famille avait fait une erreur, a-t-il dit, je n'avais pas à détruire leurs moyens de subsistance. Quand votre famille a prévu de prendre mon entreprise, ai-je demandé, vous êtes-vous soucié de me laisser une porte de sortie? Sa mâchoire s'est crispée. J'ai continué. Pendant des années, j'avais toléré les retards, les faux rapports, les notes de frais gonflées et les gens qui touchaient des salaires qu'ils ne méritaient pas. J'avais payé pour leurs dîners de famille, leurs cadeaux et des vacances déguisées en voyage d'affaires. J'avais même payé les virées shopping de Marlene quand Ethan les appelait des relations clients. Plusieurs visages des Carter ont parlé. Marlene a crié par-dessus moi. « Tu as donné ces choses volontairement. »« Oui, » ai-je dit, parce que je pensais que la générosité construirait une famille. Au lieu de ça, elle a construit la cupidité. Certains invités ont hoché la tête. J'ai vu ma directrice des opérations, Paula, debout au fond. Son visage était tendu par le soulagement de quelqu'un qui avait attendu des années que la vérité soit dite. Brittany m'a pointé du doigt. « Tu es cruel. J'ai travaillé dans ton entreprise pendant des années. J'ai corrigé Brittany devant tout le monde. Elle avait occupé un bureau pendant des années. Elle arrivait en retard, partait tôt, et utilisait les fournisseurs de l'entreprise pour des courses personnelles. Elle facturait des déjeuners personnels sur les comptes des clients. Elle pensait que je ne le savais pas, parce que je ne l'avais pas embarrassée. La bouche de Brittany s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. Puis, avec une respiration calme, je me suis tourné vers Ethan. Pendant 3 ans, je lui avais donné un titre qu'il n'avait jamais mérité, conseiller principal des opérations. Il n'a jamais rien conseillé. Il évitait les réunions difficiles, transférait des emails qu'il ne lisait pas, et touchait un salaire plus élevé que les gens qui faisaient tourner l'entreprise. Ethan a baissé les yeux. « J'essayais d'apprendre », a-t-il marmonné. « Non », ai-je dit. « Tu attendais d'hériter de l'autorité sans acquérir la compétence. » Cette phrase a traversé la salle comme une lame. Marlene s'est agrippée la poitrine. « Tu nous humilies. Vous avez choisi la scène », lui ai-je dit. « J'ai choisi la vérité. » Quelques invités ont commencé à applaudir. Pas fort au début, puis d'autres se sont joints. Le son s'est répandu dans la pièce, inégal mais réel. Ce n'était pas une célébration, c'était une reconnaissance. Marlene l'a entendu et a paniqué. « Tu n'as jamais voulu épouser mon fils », a-t-elle crié. « Tu nous as toujours méprisés parce que nous sommes des gens normaux. » « Les gens normaux travaillent, ai-je dit. Les gens normaux n'exigent pas 51% d'une entreprise comme droit d'entrée au mariage. Howard a essayé de reprendre le contrôle. « Pense à ta réputation, Claire. Les gens te traiteront de sans-cœur. » J'ai répondu que ma réputation n'était pas protégée en cédant au chantage. Si garder un bon nom exigeait de donner le travail de ma vie, je n'avais pas besoin de ce genre de nom. Ethan s'est placé devant moi, les larmes aux yeux. Ethan m'a supplié de ne pas les renvoyer ce jour-là. Il a demandé du temps, un report, une conversation, n'importe quoi sauf une fin définitive. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à reporter.
Puis il a demandé si nos 3 ans ne signifiaient rien. Sa voix s'est brisée. Pendant une seconde, je me suis souvenu de la version de lui que j'avais aimée. L'homme qui apportait de la soupe quand je travaillais tard. L'homme qui me massait les épaules quand les chiffres trimestriels m'empêchaient de dormir. L'homme qui me disait que je méritais la paix. Puis je me suis souvenu de lui, fixant le sol pendant que sa mère exigeait mon entreprise. Ils ont signifié quelque chose, lui ai-je dit. C'est pourquoi ça fait mal. Mais tous les sentiments que j'avais sont morts quand tu as choisi le silence pendant que ta famille essayait de me piéger. Il a essuyé son visage. Je peux arranger ça. Tu ne peux pas réparer un vol en promettant d'être plus gentil après t'être fait prendre. Le visage de Marlène s'est tordu. Tu le regretteras. Notre famille a des relations. Alors utilisez-les pour trouver un travail honnête, ai-je dit. Si quelqu'un essaie de nuire à mon entreprise ou de me menacer, mes avocats s'en occuperont. Howard a attrapé le coude de Marlène, mais elle l'a repoussé. Elle se battait encore parce qu'elle n'avait pas encore compris que le mariage était déjà mort. « De quoi sommes-nous censés vivre ?» a-t-elle exigé. « Tu as renvoyé tout le monde en une seule phrase. De votre propre travail. » Les mots étaient simples. Ils ont frappé fort. J'ai sorti mon téléphone de la poche cachée, cousue dans ma robe. Oui, j'en avais une. J'avais appris il y a longtemps qu'une femme dirigeant une entreprise ne devrait jamais être loin de ses propres outils. J'ai ouvert l'application interne de l'entreprise et j'ai montré l'écran. J'ai dit que les avis de suspension avaient déjà été envoyés aux ressources humaines. La paye verserait les salaires finaux, les congés non pris et toute indemnité requise par la loi de New York. Personne ne serait lésé d'$1. Mais les cartes d'accès, les comptes e-mail, les comptes de dépenses et les autorisations des fournisseurs étaient gelés. Ethan a fixé l'écran. « Tu l'as déjà fait ?» Au moment où j'ai pris le micro. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. C'était la première fois qu'il me comprenait vraiment comme la propriétaire de l'entreprise que sa famille pensait pouvoir avaler. Les invités l'ont vu aussi. Certains m'avaient connu comme une mariée ce matin-là. À ce moment-là, ils voyaient la personne que mes employés voyaient chaque jour. La femme qui signait des contrats, lisait des rapports d'inventaire, négociait des baux et prenait des décisions difficiles avant le petit déjeuner. Je n'étais pas cruel, j'étais éveillé. Et il y a une différence. La cruauté aime les dégâts. L'éveil reconnaît le danger et agit. Les épaules de Howard sont tombées. Il savait que les dossiers existaient. Il savait que discuter en exposerait davantage. « Nous coopérerons avec la paperasse », a-t-il dit finalement. Marlène s'est tournée vers lui. « Howard, assez », a-t-il lâché. Les mots l'ont fait taire. Pour la première fois de la journée, il avait l'air embarrassé. « Claire », a poursuivi Howard, « j'espère seulement que tu ne rendras pas les choses plus laides plus tard. La loi est claire, ai-je dit. Vivez honnêtement, et je n'ai aucun intérêt pour vous. Essayez de prendre ce qui est à moi à nouveau, et je me défendrai. » Brittany a retrouvé sa voix. « Nous voulions seulement des emplois stables. Les emplois stables se méritent, lui ai-je dit. Ce ne sont pas des faveurs de mariage. La combativité les a lentement quittés. Leurs visages ont changé un par un. La colère est devenue la peur. La peur est devenue la honte. La honte est devenue le silence. Les invités en avaient assez vu. Les gens ont commencé à se lever, à ramasser leurs sacs et leurs vestes. Les serveurs restaient près des murs, ne sachant pas s'il fallait débarrasser les assiettes ou attendre les ordres. L'organisatrice de mariage avait l'air de vouloir disparaître dans l'arche florale. J'ai reposé le micro sur son support. Ma main était stable. La robe blanche m'entourait toujours, mais je ne me sentais plus comme une mariée. Je me sentais comme une femme sortant d'un incendie avec chaque partie d'elle-même encore intacte. J'ai soulevé le devant de ma robe et j'ai quitté la scène. Ethan a couru après moi avant que j'atteigne le couloir latéral. « Claire, s'il te plaît, attends. » Sa veste de costume était de travers. Ses yeux étaient rouges. Sans la voix de sa mère pour le guider, il avait l'air vide et jeune. Je me suis arrêté près des portes doubles. Que reste-t-il à dire? Il a baissé la tête. Ma famille a eu tort, j'ai eu tort. J'aurais dû arrêter ma mère. Je me suis figé. Tu ne t'es pas figé, ai-je dit. Tu as espéré que je cède. Il a tressailli. Je t'aimais. Peut-être, ai-je répondu. Mais l'amour sans courage devient une permission pour les autres de me faire du mal. Marlène nous a rejoints en se dépêchant. Son arrogance d'avant avait disparu. Maintenant, elle portait un visage de victime, pâle et tremblant. Marlène a dit qu'ils avaient mal géré la situation, mais sans mauvaise intention. Elle a affirmé qu'il voulait seulement qu'Ethan m'aide. Elle a demandé pourquoi j'avais dû appeler ça un complot. Je lui ai dit pourquoi.
Ils avaient attendu que la salle soit pleine. Ils avaient utilisé le mariage, les invités et la peur de l'embarras comme des armes. Ce n'était pas de l'aide. Elle a pincé les lèvres. Et maintenant quoi? Nous perdons nos emplois? Nous perdons la face, nous perdons tout. Vous perdez l'accès à moi, ai-je dit. Tout le reste dépend de la façon dont vous vivrez à partir de maintenant. Howard nous a rejoints plus lentement. Il avait l'air fatigué. Nous avons manqué de vision, a-t-il admis. Le confort nous a rendus avides. Marlène l'a fusillé du regard, mais il n'est pas revenu sur ses paroles. Je n'ai qu'une chose à dire, a poursuivi Howard. Parfois, être trop strict ferme des portes dont vous pourriez avoir besoin plus tard. J'ai répondu que j'étais strict avec les gens qui essayaient de m'utiliser. J'étais généreuse avec les gens qui me respectaient. Aujourd'hui, j'avais appris à quel groupe ils appartenaient. Brittany se tenait derrière eux, rouge de honte. Elle n'a pas parlé. Elle avait été exposée devant des clients, des fournisseurs et des gens qui pensaient autrefois qu'elle n'était qu'une cousine sympathique avec un travail. Ethan a tenté une dernière fois. Pouvons-nous recommencer sans eux? Je les regardais pendant une longue seconde. Tu me demandes de faire confiance à l'homme qui les a laissés faire ça. Il n'avait pas de réponse. J'aurais aimé que tu me choisisses, avant que je doive me choisir moi-même. Ai-je dit, puis je suis parti. Dehors, l'air du soir était frais. La pelouse du domaine sentait la pluie, l'herbe coupée et la pierre humide. Derrière moi, la salle de bal était encore bruyante. Les invités partaient. Des portières de voitures s'ouvraient et se fermaient. Quelqu'un pleurait près de la fontaine. Quelqu'un d'autre chuchotait mon nom. Mon chauffeur se tenait à côté de la voiture noire. Il a ouvert la portière sans poser de questions. J'ai regardé en arrière une fois. À travers les hautes fenêtres, j'ai vu l'arche florale et le gâteau à moitié mangé. Des verres de champagne étaient abandonnés sur le lin blanc. La famille Carter se tenait sous les lumières comme des acteurs, après une performance ratée. C'est tout ce qu'ils étaient maintenant. Une performance à laquelle j'avais mis fin. Je suis monté dans la voiture. Quand la portière s'est fermée, le son de la salle de bal a été complètement coupé. Pour la première fois de la journée, j'ai respiré. La voiture a descendu la longue allée. Les collines de la vallée de l'Hudson sont devenues floues à travers la fenêtre. J'ai regardé la tente blanche rétrécir derrière nous, et j'ai senti quelque chose se détendre en moi. 3 ans, le mariage et le mensonge étaient terminés. Je n'avais pas sauvé la face, j'avais sauvé ma vie. Quelques jours plus tard, je suis retourné à Bennett Supply Group. Le bâtiment sentait le café, le tonnerre d'imprimante et la légère odeur de caoutchouc du quai de chargement. Ce n'était pas romantique, c'était réel. Cela m'a rendu plus stable que n'importe quelle allée de mariage. Les ressources humaines ont finalisé les licenciements légalement. Les salaires finaux ont été versés. Les identifiants d'accès ont été désactivés. Les ordinateurs portables de l'entreprise ont été récupérés. Les comptes fournisseurs ont été examinés. La première semaine a été tendue, mais elle a aussi révélé ce que j'avais refusé de voir. Sans Brittany à l'accueil, les factures ont cessé de disparaître sous des libellés vagues. Sans Peter aux ventes, les clients ont cessé d'appeler Paula pour se plaindre de suivi impoli. Sans Dana aux achats, les paniers cadeaux des fournisseurs ont cessé de disparaître avant d'atteindre le bureau. Un chef d'entrepôt m'a dit qu'il avait eu peur de dénoncer Peter, parce que Peter se disait de la famille. Ce mot, famille, était devenu une arme. Il avait été utilisé pour excuser le mauvais travail, les mauvaises manières, le mauvais jugement et les mauvaises intentions. Il avait été utilisé pour transformer chaque limite en une trahison. Il avait été utilisé pour faire avaler la frustration à mes employés parce qu'ils pensaient que je choisirais les parents d'Ethan plutôt qu'eux. Cette prise de conscience a fait mal. Alors, j'ai réuni mes managers dans la salle de conférence et je me suis excusé clairement. J'aurais dit que j'avais laissé la loyauté personnelle obscurcir mon jugement professionnel. Je leur ai dit que cela ne se reproduirait plus. Puis j'ai changé la politique d'embauche. Toute recommandation de ma vie personnelle nécessiterait un examen indépendant, l'approbation du manager direct et une période d'essai, avec des indicateurs de performance documentés. La salle était silencieuse après que j'ai fini. Puis Paula a hoché la tête. Ce hochement de tête signifiait plus que des applaudissements. Le nettoyage a pris du temps, le genre qui teste chaque limite que vous prétendez avoir. Le népotisme laisse des empreintes partout. Brittany avait créé des systèmes de classement que seule elle comprenait, principalement pour cacher le peu qu'elle faisait. Peter avait promis des remises aux clients sans autorité, puis blâmait les retards de l'entrepôt quand les calculs ne fonctionnaient pas. Dana avait traité le service des achats comme un service de shopping personnel.
Nous avons démêlé tout ça pièce par pièce. Certains jours, j'étais de nouveau furieuse. Non pas parce que Ethan me manquait, mais parce que je continuais à trouver des preuves que j'avais ignoré mes propres instincts. Une note de fournisseur manquante, une plainte d'un client que je n'avais jamais vu, une note d'hôtel cachée, sous une étude de marché. Chaque découverte faisait que le mariage ressemblait moins à un désastre soudain et plus à l'alarme finale dans un bâtiment qui fumait depuis des années. Je ne me suis pas puni longtemps. C'était important. Une femme peut apprendre d'une confiance mal placée sans se transformer en pierre. J'avais été généreuse. J'avais été pleine d'espoir. Je voulais une famille. Rien de tout cela n'était honteux. La honte appartenait aux gens qui ont vu la générosité et ont tendu la main vers des papiers de propriété. 3 mois après le mariage annulé, nous avons décroché un contrat de distribution avec un réseau hospitalier régional. C'était le genre d'accord que Peter avait autrefois prétendu pouvoir gagner avec son charme. Ma véritable équipe de vente l'a remporté avec des données, une discipline de prix et des mois de suivi. Le matin où nous avons signé, Paula a apporté du café dans mon bureau. « L'air est plus léger par ici », m'a-t-elle dit. J'ai regardé à travers la paroi de verre vers l'étage inférieur. Les chariots élévateurs se déplaçaient en ligne droite. Les téléphones sonnaient. Les gens travaillaient sans surveiller un cousin Carter qui arriverait en retard et exigerait un traitement de faveur. « C'est plus léger », ai-je répondu. Ce contrat a payé un nouveau logiciel d'entrepôt, de meilleures politiques d'heures supplémentaires et des primes pour les employés qui avaient porté le poids supplémentaire pendant la transition. Je me suis assuré que l'argent aille d'abord aux personnes qui l'avaient mérité. Les Carter ont entendu parler du contrat. Bien sûr qu'ils l'ont entendu. Ethan a envoyé un message ce soir-là. Il a écrit qu'il était fier de moi et qu'il aurait aimé être l'homme qui se tenait à mes côtés. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai supprimé. La fierté après coup est facile. Se tenir aux côtés de quelqu'un avant que la situation ne tourne, voilà ce qui compte. Marlene a essayé une autre approche. Elle a appelé ma tante dans le Connecticut et a pleuré sur l'humiliation, le chômage et la cruauté familiale. Ma tante a écouté pendant 6 minutes, puis lui a dit qu'exiger une participation majoritaire à un mariage n'était pas un malentendu. C'était un racket avec des fleurs. Cette histoire m'est parvenue 2 jours plus tard. J'ai ri pour la première fois sans amertume. Puis l'atmosphère a changé. Les gens parlaient plus librement. Les chefs de service m'ont envoyé des rapports qu'ils avaient peur d'envoyer avant. Paula m'a montré des notes de frais avec un soulagement sur son visage. Mon chef d'entrepôt a admis que les parents Carter ralentissaient les opérations depuis des mois, en usant d'un rang qu'ils n'avaient jamais mérité. Nous nous sommes réorganisés. Nous avons promu 2 employés qui avaient fait le vrai travail en silence. Nous avons pourvu les postes vacants avec des personnes qualifiées. Nous avons resserré les approbations pour les dépenses et les cadeaux des fournisseurs. En 1 mois, l'exécution des commandes s'est améliorée. En 2 mois, les plaintes des clients ont diminué. L'entreprise n'a pas souffert sans les Carter. Elle a guéri plus vite que je ne l'attendais. La nouvelle du mariage s'est répandue, bien sûr. Les gens aiment un mariage ruiné presque autant qu'ils aiment voir une femme riche être humiliée. Mais l'histoire n'a pas eu l'effet escompté par Marlene. Trop d'invités avaient entendu sa demande. Trop avaient vu Ethan rester silencieux. Trop de fournisseurs savaient déjà comment les parents Carter se comportaient dans mon entreprise. La sympathie ne leur est pas allée. Elle est venue à moi, doucement au début, puis avec force. Je n'ai pas alimenté les commérages. Je n'ai pas donné d'interview. Je n'ai pas publié de longues déclarations en ligne. Je suis simplement retourné au travail. Le silence, lorsqu'il est soutenu par des faits, peut être plus fort qu'une explication. Par des amis communs, j'ai appris ce qui s'est passé plus tard. Sans leurs emplois confortables, les Carter ont eu du mal. Brittany a postulé pour des postes administratifs et a découvert que les registres de présence suivent les gens. Peter a essayé de travailler dans la vente et a démissionné après 2 semaines. Dana s'est plainte qu'aucun emploi ne la payait assez pour supporter les managers. Marlene a cessé d'apparaître au brunch mondain où elle se vantait autrefois de l'entreprise de sa future belle-fille. Quand des connaissances mentionnaient le mariage, elle détournait le regard. Ethan a appelé, puis envoyé des textos, puis des emails, et je n'ai répondu à rien. Au début, ces messages étaient des excuses, puis des promesses, puis des souvenirs, puis de la colère, puis à nouveau des excuses. Je l'ai bloqué après la 7e semaine, non pas parce que je le détestais, mais parce que j'en avais fini d'être disponible pour les gens qui ne m'entendaient qu'après avoir perdu l'accès. Ma vie est redevenue calme, mais pas vide. Je me levais tôt.
Je travaillais dur. Je dînais sans vérifier si Ethan avait appelé. Je marchais dans l'entrepôt et je savais que chaque personne là-bas avait mérité sa place. Je m'asseyais parfois dans mon bureau la nuit, regardant les lumières de la ville à travers la vitre, et je sentais la douleur de la déception me traverser sans me posséder. J'avais voulu un mariage. J'avais voulu de la chaleur, un partenariat et un foyer où l'ambition ne faisait pas de moi une cible. Ce désir n'était pas stupide. L'erreur était de l'offrir à des gens qui voyaient l'amour comme un levier. Quelques mois plus tard, j'ai donné les fleurs du mariage à une maison de retraite et le vin non ouvert à une vente aux enchères caritatives. La robe est restée dans une housse pendant un certain temps. Un dimanche, je l'ai finalement sortie. La dentelle était toujours magnifique. J'ai touché la manche et je n'ai ressenti aucun besoin de pleurer. Cela m'a surprise. La robe ne m'avait pas trahi. Le mariage ne m'avait pas trahi. Même l'amour ne m'avait pas trahi. Ce sont les gens qui l'avaient fait. Alors, j'ai fait retoucher la robe en une simple robe de soirée blanche, sans la traîne, le voile ou l'ancienne promesse cousue dans l'ourlet. Je l'ai portée 6 mois plus tard, lors d'un dîner d'anniversaire de l'entreprise. Quand je suis monté sur scène ce soir-là, la salle était pleine d'employés, de clients et de partenaires qui respectaient l'entreprise que nous avions bâtie ensemble. Paula m'a tendu le micro et m'a serré la main. Cette fois, personne n'a essayé de me prendre quoi que ce soit. Cette fois, quand j'ai parlé, je n'ai pas annulé un mariage. J'ai célébré une entreprise qui avait survécu parce que je l'avais enfin protégée sans excuse. J'ai dit la vérité à mon équipe. La générosité est une bonne chose, ai-je dit. Mais la générosité sans limite devient une invitation. Ils ont applaudi, et j'ai souri pour moi-même, pas pour une photo ou pour les apparences. Finalement, les commérages se sont estompés. C'est toujours le cas. Un autre scandale a remplacé le mien. Un autre mariage s'est effondré quelque part ailleurs. Une autre famille a donné aux gens de quoi chuchoter pendant le brunch. Ce qui est resté était plus calme. Mon entreprise, ma maison, mes matins, et mon nom sur des documents que je comprenais et protégeais. J'ai commencé à reprendre mes dimanches. Pas de réunion d'urgence, à moins que le bâtiment ne soit en feu. Pas d'appel de gens qui ne voulaient qu'un accès. Pas de prétention que l'épuisement était une preuve de force. J'ai appris à cuisiner pour une personne et à apprécier le silence. J'ai appris que la paix peut sembler étrange au début, quand le chaos s'est fait appeler amour. Un soir, presque un an plus tard, je suis passé en voiture devant le domaine de la vallée de l'Hudson pour un dîner de clients à proximité. La route serpentait le long de la rivière. Les arbres étaient vifs avec les couleurs de l'automne. Pendant un instant, j'ai revu le mariage dans mon esprit. La robe blanche, le micro, le visage d'Ethan, la main de Marlène sur mon voile. Ma poitrine s'est serrée, puis s'est lentement relâchée. Je n'ai pas tourné dans l'allée. J'ai continué à conduire, et c'est là que j'ai su que j'étais libre. La liberté n'est pas arrivée comme un feu d'artifice. Elle est arrivée comme une soirée normale. Mon téléphone était silencieux. Mes mains étaient stables sur le volant. Personne ne me demandait de prouver mon amour en donnant mon travail. Personne ne me faisait choisir entre la dignité et la paix. Pendant longtemps, j'ai pensé que protéger une relation signifiait absorber l'inconfort. Je pensais que la patience signifiait donner aux gens le temps de devenir meilleurs. Parfois, c'est vrai. Parfois, la patience ne fait que donner aux gens égoïstes plus de place pour planifier. La différence, c'est le respect. Les gens qui vous respectent peuvent faire des erreurs, mais ils ne construisent pas de pièges autour de votre gentillesse. Ils n'attendent pas un moment public pour vous mettre la pression. Ils n'appellent pas le vol une tradition ou le contrôle une unité familiale. Je voulais toujours l'amour après Ethan, mais je voulais un meilleur genre d'amour. Un qui ne m'obligerait pas à me rabaisser. Un qui pourrait se tenir à côté de mon ambition. Jusque-là, ma propre vie était suffisante. Elle était honnête, méritée, et enfin mienne sans excuse. En y repensant, je ne vois pas ce jour de mariage comme le jour où j'ai perdu Ethan. Je le vois comme le jour où j'ai cessé de négocier avec des gens qui prenaient la gentillesse pour de la faiblesse. Le mariage devrait être 2 personnes marchant côte à côte. Ce ne devrait pas être une personne portant l'autre plus une famille entière sur son dos. L'amour ne devrait pas exiger de preuves sous forme de titre de propriété. La famille ne devrait pas signifier la reddition. Je crois encore en l'amour. Mais je crois encore plus en moi. C'est ce que j'ai gardé, mon entreprise, ma dignité, mon avenir. Je suis entré dans le lendemain matin avec les épaules détendues et ma propre clé à la main, et la connaissance tranquille et inébranlable que partir au bon moment
peut sauver tout ce qui vaut la peine d'être gardé. Merci de nous avoir écoutés. Si cette histoire vous a touché, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. Comme ça, vous ne manquerez jamais notre prochaine histoire. Nous publions de nouvelles histoires chaque jour. On se retrouve dans la prochaine.